Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1, une série produite par le Bulletin GP racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 7. Oh boy, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé sur cette série, presque un an même. Bref, me revoici. Le Canada a une histoire quand même riche en Formule 1. Le Grand Prix du Canada se retrouve dans le calendrier depuis 1967. Une quinzaine de pilotes ont participé à au moins une course du championnat du monde, sans oublier Jacques Villeneuve, champion en 97. Regardez Jacques, l'intérieur, en contact. Et on a eu 2 écuries de Formule 1. En effet, cet épisode de Histoire de F1 est consacré à 2 équipes ayant représenté la feuille d'érable dans la catégorie reine du sport automobile. Une est plus connue et l'autre pourrait être une question piège dans un quiz. Voici donc le parcours de Stebro et de Walter Wolf Racing. Commençons de manière chronologique. Quand je disais que la première écurie de Formule 1 canadienne allait être une question piège d'un quiz général, c'est parce qu'on assume que Walter Wolf Racing serait la réponse. C'est faux. Il s'agit de Stebro. Cette équipe fut créée par Peter Broker, un Canadien d'origine allemande né à Stuttgart. Broker immigra au Canada en 1952. C'est à Montréal où il eut la piqûre de la course automobile. Il avait fait la rencontre de personnes ayant le sport automobile à cœur. C'est en faisant la connaissance avec un passionné de course automobile que, en 1956, Peter décida de fonder son propre garage avec l'aide de son ami John Stephens. Le nom, Stebro, formé des 3 premières lettres du nom de famille des 2 partenaires d'affaires. Situé sur la rue McGill, au centre-ville de Montréal, le garage Stebro se spécialisait dans la modification de véhicules de course, en plus de concevoir des échappements et d'être un fournisseur parmi quelques équipes dans différentes catégories. 4 ans après la fondation de Stebro, Broker conçut une Mark I, une monoplace pour la Formule Junior avec un moteur BMC de 1 litre et 4 cylindres. Ce fut la première monoplace construite par le garage. Ensuite, il y eut plusieurs évolutions de la marque au cours des 3 années suivantes. Le bolide de Stebro qui nous intéresse est la Mark IV. Façonnée entre 1962 et 1963, cette monoplace est munie d'une carrosserie en aluminium, d'un moteur Ford FG, d'un frein de marque Girling qu'on peut entre autres retrouver dans une Lotus 21 en Formule 1 et d'un réservoir à essence suffisant pour emmagasiner plus que 20 tours d'une course de Formule Junior. Avec 6 pilotes, les Canadiens John Cannon et Ernie DeVos, Stebro obtinrent d'excellents résultats et Peter Broker commençait à voir grand. En 1963, il parvint à commander des moteurs Martin directement d'Angleterre et à les mettre dans la Mark IV avec l'ambition suivante, participer à un Grand Prix de Formule 1. Broker voulait construire 2 monoplaces et amener Cannon et DeVos avec lui dans son aventure. Malheureusement, en raison de nombreux délais, Stebro ne put construire 2 véhicules à temps pour le Grand Prix des États-Unis de la même année à Watkins Glen, où la course eut lieu en octobre. Voyant que le moteur Martin n'était guère fiable, Broker trouva une autre solution. Construire un moteur Ford à 1,5 litres et 110 chevaux vapeur de ses propres mains. Cependant, ses plans changèrent à l'approche de la ronde américaine. John Cannon, qui avait testé la Mark IV, quitta Stebro pour courir avec Mecum Racing Team dans des championnats aux États-Unis. Il ne restait donc que Ernie DeVos comme seul pilote de la monoplace. En fait, non. DeVos quitta le navire à son tour, trouvant que la Mark IV manquait sérieusement de puissance. N'ayant aucun pilote pour le Grand Prix des États-Unis, Peter Broker décida d'être le pilote officiel de Stebro sur la piste de Watkins Glen. Arrivé au circuit de l'État de New York, Broker connut bien des ennuis avec sa Stebro Mark IV. Lors de la journée du samedi,
Un saut mal scellé provoqua une fuite d'huile sur la piste. Broker s'est lancé donc de la 21e et dernière place de la grille de départ. Dimanche 6 octobre. C'est jour de course au Glen. Le départ est donné pour le Grand Prix des États-Unis 1963. Au troisième tour des 110 à compléter, la boîte de vitesse resta coincée en quatrième vitesse, mais cela n'empêcha aucunement Broker de continuer l'épreuve. Cette course en fut une à attrition. 13 voitures durent abandonner le Grand Prix en raison de nombreux problèmes mécaniques. Même Jim Clark, qui était déjà sacré champion du monde à son arrivée à Watkins Glen, connut des ennuis. Lotus découvrit que sa batterie, se trouvant dans la monoplace de Clark, était morte, et les mécaniciens ont réussi à la remplacer et à retourner l'Écossais en piste. Au retour de Clark, Broker débutait son deuxième tour de la course. Lorsque Graham Hill franchit la ligne d'arrivée, Broker et Stebro terminèrent à 22 tours du vainqueur, mais en 7e place. Il fallait donc que Broker profite d'un abandon, par exemple de Karel Godin de Beaufort pour Porsche, pour gruger 11 tours et ainsi marquer le dernier point disponible, puisque dans le temps, seuls les 6 premiers marquaient des points. Néanmoins, Broker devint le premier Canadien à participer à une course du championnat du monde de Formule 1. Même chose pour son écurie Stebro. Et chose étonnante, le Grand Prix des États-Unis 1963 fut aussi la toute première course d'un moteur Ford en Formule 1. La marque créée par Henry Ford sera présente sur la grille de départ pour 522 autres courses de Formule 1. Mais à partir de 1967, c'est Cosworth qui a le mandat de construire les moteurs pour la compagnie américaine. Malgré cette 7e place, Watkins Glen 1963 sera la seule apparition de Stebro en F1. L'équipe participa à d'autres courses dans d'autres catégories jusqu'en 1968. Malheureusement, Peter Broker décéda des suites d'un cancer en 1980. Une vingtaine d'années après la mort de Broker, un mécanicien suisse du nom d'Andy Pechnig racheta l'entreprise afin de réinstaurer la fabrication d'échappements et de les installer sur des voitures italiennes, comme par exemple Alfa Romeo ou Maserati. Malheureusement, en 2013, des problèmes de livraison mirent la nouvelle version de Stebro en pleine difficulté et la compagnie dut fermer ses portes. Avec une voiture en deçà des attentes et beaucoup de volonté, Peter Broker a pu réaliser un rêve impossible, participer à un Grand Prix de Formule 1 avec un bolide de Formule Junior muni de moteurs de 110 chevaux vapeur contre les 200 de Climax qui régnaient en Formule 1. Mais la deuxième écurie de notre épisode a fait beaucoup mieux que Stebro. Il s'agit de Walter Wolf Racing. Bien que canadienne, Walter Wolf Racing s'est établi en Angleterre. Le propriétaire et fondateur de l'écurie est nul autre que Walter Wolf. Facile. Né à Graz en Autriche en 1939, d'une mère slovène et d'un père autrichien, Wolf et sa famille quittèrent l'Autriche lorsque le pays fut annexé à l'Allemagne nazie, ou dans un processus qu'on appelait l'Anschluss. Walter passa son enfance dans la Slovénie de sa mère jusqu'en 1951, quand la famille immigra en Allemagne de l'Ouest. 7 ans plus tard, le clan Wolf déménagea au Canada. Ayant emménagé à Montréal, le jeune Walter travailla comme plongeur chez KD Marine, une compagnie qui se spécialisait dans le service de pétroliers marins. Au fil des années, il acheta la compagnie, et avec les ventes qu'il a pu faire dans le Golfe arabique, au Nigeria et un peu partout au monde, Wolf put s'acheter de belles voitures comme une Mercedes S600 et une Lamborghini. En gros, il a fait sa richesse dans le service pétrolier marin. Wolf est un amateur de voitures et de courses automobiles. Il a toujours voulu intégrer l'univers du sport motorisé et surtout de la Formule 1.
Ayant été impliqué avec Lamborghini, surtout avec la Countach, il avait essayé de convaincre la marque italienne de tenter l'aventure en Formule 1. Malheureusement pour Wolff, Lamborghini refusa complètement l'idée. Alors, il s'y prit autrement. En 1975, le Canadien approcha un certain Frank Williams, qui venait de fonder sa propre écurie via les restants de Iso Marlboro. Wolff parvint à convaincre Williams de devenir actionnaire de Williams Engineering. Pour la saison 76, Walter acheta 60% des parts de l'écurie Wolff-Williams, alors que Frank, lui, resta le directeur général. Le clan embaucha Harvey Postlethwaite et acheta une Esquette 308C afin de concevoir la Williams FW05. Malheureusement, les résultats sont décevants. Wolff-Williams embaucha 7 pilotes, dont Jackie Hicks et Chris Hammond, pour conduire la FW05. Le meilleur résultat fut une 7e place au Grand Prix d'Espagne, gracieuseté de Jackie Hicks. Encore là, seuls les 6 premiers marquaient des points. Wolff-Williams était proche d'inscrire un point avec la disqualification de James Hunt, vainqueur de l'épreuve, mais ce dernier eut gain de cause et reprit sa victoire quelques mois plus tard. Au-delà du zéro pointé pour 1976, Wolff-Williams n'était pas au point. La FW05 manquait de performance. La relation entre Jackie Hicks et Harvey Postlethwaite était à l'image de celle entre Mattia Binotto et Sébastien Vettel chez Ferrari, froide. Et ce fut le jeu de la chaise musicale entre les pilotes. Des 7 pilotes ayant roulé pour Wolff-Williams, Michel Leclerc et Arthur Mesario ont participé à 6 courses. À la fin de 1976, Walter Wolff décida de remercier Frank Williams et de racheter entièrement l'écurie Wolff-Williams. Il prit donc la décision de créer sa propre écurie de Formule 1, Walter Wolff Racing, et ce, dès 1977. Wolff eut l'aide de Gianpaolo Dallara pour le châssis, tout en ayant Postlethwaite, Patrick Head et un certain Adrian Newey pour le soutien supplémentaire. Maintenant, il fallait un pilote pour conduire la Wolff WR1. Wolff embaucha donc Jody Scheckter comme unique pilote de la monoplace conçue à Reading, en Angleterre. Scheckter se retrouvait dans une liste de pilotes assignés requise par Harvey Postlethwaite et compagnie. Qui étaient les autres pilotes désirés? Des noms probablement connus comme Niki Lauda, Mario Andretti et Ronnie Peterson. Ouais, c'est ça. C'était des noms connus apparemment. Lauda était le choix numéro 1, mais il avait déjà un contrat avec Ferrari. Or, Wolff est passé à la deuxième option et Scheckter a accepté de se joindre à Walter Wolff Racing. Ah oui, j'oubliais. Wolff avait aussi embauché Peter Warr comme DG de l'écurie, directeur général de l'équipe. Warr a côtoyé Colin Chapman avec Lotus, qui avait Jochen Rindt, et Emerson Fittipaldi comme champion du monde des pilotes avec la célèbre équipe. Janvier 1977. Début de la saison de Formule 1 en Argentine. Oui, il fut un temps où la saison débutait au premier mois de l'année. Il faisait chaud à Buenos Aires. Cela signifiait probablement qu'il y aurait un manque d'essence car le carburant peut s'évaporer au-delà d'une certaine température. Scheckter eut de la difficulté lors des qualifications. Alors que James Hunt, qui défendait son titre de champion du monde avec McLaren, obtint la pole position, le Sud-Africain se qualifia 11e. Heureusement pour lui, le lendemain, Gunnar Nielsen de Lotus ne put prendre part au Grand Prix, car l'instincteur de la Lotus 78, à effet de sol de son coéquipier, Mario Andretti, explosa pendant la séance de rodage pré-course. Andretti dut alors emprunter la monoplace du Suédois. Le départ est donné à Buenos Aires. Au terme du premier tour, Scheckter se retrouva 8e. 18 tours plus tard, il fut dans les points en étant 6e. Coup de chance pour Wolff et Scheckter, James Hunt, meneur de l'épreuve argentine, abandonna en raison d'un problème de suspension. D'autres pilotes durent se retirer de la course, permettant à la WR1 de grimper au classement.
Au moment de l'abandon de John Watson, Scheckter avait dépassé Carlos Pache de Brabham pour la première place de la course. Le Sud-Africain ne fut jamais inquiété et remporta le Grand Prix d'Argentine et, ainsi, offrit à Walter Wolf Racing une première victoire en Formule 1 et ce, à sa toute première tentative. Alors que plusieurs ont souffert de la chaleur torride de Buenos Aires, Walter Wolf Racing utilisa une méthode alternative, c'est-à-dire de placer le réservoir à essence en arrière de la WR1 pour éviter l'évaporation du carburant. En plus, le moteur Ford Cosworth ne possédait pas toute la puissance nécessaire et pourtant, Scheckter a battu Pache par 43 secondes. Le clan de Walter Wolf n'allait certainement pas s'arrêter là-dessus. Scheckter termina deuxième chez lui en Afrique du Sud, mais l'épreuve fut ternie par le décès tragique de Tom Price, qui appela un commissaire de piste s'en allant éteindre un début d'incendie de la Shadow de Renzo Zorzi. De ce fait, un inspecteur percuta la tête de Price qui fut tué sur le coup. Malgré la tragédie qui coûta la vie à un jeune commissaire de 17 ans et à Tom Price qui avait la chance de conduire pour Lotus et qui était tout un talent selon plusieurs, Jody Scheckter mena le championnat du monde avec 2 points d'avance sur Carlos Reutemann et Niki Lauda après 3 manches. Si la première victoire de Wolf en F1 fut une bénédiction de la pluie de problèmes mécaniques en Argentine, la deuxième est due à un pilotage redoutable entre les rails terrifiants de Monaco. En effet, Scheckter parvint à résister aux attaques de Niki Lauda pour savourer sa 6e victoire en Formule 1. Après une séquence de 4 courses consécutives sans points, Scheckter et Wolf revinrent sur le chemin des podiums avec une 2e place en Allemagne, une 3e place aux Pays-Bas et une autre 3e place au Grand Prix des États-Unis Est. La 3e victoire de Walter Wolf Racing eut lieu à la maison, à Mosport, même si l'écurie était établie à Reading. Dans un Grand Prix du Canada marqué par la présence de Gilles Villeneuve dans la Ferrari, une autre panne pour Mario Andretti, Vittorio Brambilla qui rata un podium après avoir causé un accident dans l'avant-dernier tour, et James Hunt qui imita Mike Tyson avec un jab à l'endroit d'un commissaire de piste suite à un abandon, Jody Scheckter avait battu Patrick Depailler et Jochen Mass. Étonnamment, ce serait la dernière victoire de Walter Wolf Racing. Au classement des pilotes, Jody Scheckter termina 2e derrière Niki Lauda avec 17 points de retard sur l'Autrichien. Chez les constructeurs, Wolf Racing fut sacré vice-champion. Pas mal pour une première saison. Lors de la saison 1978, l'écurie canadienne se dota d'une voiture à effet de sol inspirée par la Lotus 79, la WR5. Cependant, elle ne sera pas utilisée avant le Grand Prix de Belgique. Malheureusement, 1978 ne fut guère resplendissante que 1977. Scheckter et Walter Wolf Racing débutèrent les 4 premières courses sans le moindre point. Une 10e place en Argentine, terrain de la première victoire de Walter Wolf Racing, et 3 abandons. Heureusement, Jody offrit un podium à l'écurie lors du Grand Prix de Monaco avec une 3e place. Avec l'arrivée de la WR5, soudainement transformée en WR6, les résultats alternaient entre points et abandons. En Allemagne, Scheckter termina 2e derrière Mario Andretti. Avec 2 courses à faire, Wolf Racing décida d'ajouter une 2e voiture sur la grille de départ. Pour le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, Wolf embaucha un jeune Américain provenant de la Formule Atlantique du nom de Bobby Rahal. Rahal se qualifia 20e à 9 places de Scheckter. En course, Scheckter parvint à finir 3e alors que le jeune Américain termina 12e. Le dernier Grand Prix de la saison 78 eut lieu dans une place totalement nouvelle pour l'univers de la Formule 1, Montréal, dans le cadre du Grand Prix du Canada. Qualifié 3e, Scheckter monta sur la 2e marche du podium
aux côtés d'un ancien pilote de Walter Wolf Racing, Gilles Villeneuve. Eh oui, Gilles a roulé pour Walter Wolf, mais dans la série Can-Am en 1977, à bord d'une Dallara W1 avec Chris Hammond comme coéquipier. Wolf souhaitait que Villeneuve conduise sa F1, mais un certain Enzo Ferrari obtint ses services pour devenir employé de la Scuderia Ferrari. On peut donc dire que, avec Villeneuve victorieux et une Walter Wolf en deuxième place, ce fut un doublé canadien au Grand Prix du Canada. Jody Scheckter termina 7e au classement des pilotes, mais décida de se joindre à Ferrari, l'écurie contre laquelle il se battait pour le championnat du monde des pilotes pour la saison 79. Pour remplacer Scheckter, Wolf embaucha un pilote que Harvey Postlethwaite connaissait bien avec Hesketh, James Hunt. Le problème fut que la voiture n'était pas aussi compétitive que lors des 2 dernières saisons. Lors des 7 premières courses en 79, Wolf Racing n'enregistra qu'une 8e place en Afrique du Sud et 6 abandons. Après le Grand Prix de Monaco, Hunt quitta l'écurie et la Formule 1. Le charismatique britannique fut remplacé par Keke Rosberg, qui avait conduit pour Theodore Racing, muni des châssis WR3 et WR4 de Wolf Racing. Malheureusement, tout comme Hunt, le futur champion du monde n'inscrivit aucun point durant le reste de la saison. En plus, il ne parvint même pas à se qualifier pour l'édition 79 du Grand Prix du Canada. Au final, Wolf Racing termina la campagne 79 de Formule 1 sans le moindre point. Et, pire que ça, Jody Scheckter et Gilles Villeneuve, 2 de leurs anciens pilotes, ont respectivement terminé champion et vice-champion de la saison. Tanné d'investir sur une voiture qui sous-performait course après course, Walter Wolf Racing décida de vendre l'écurie à celle d'Emerson Fittipaldi à la fin de l'année 1979. Si Wolf s'est distancié de la Formule 1 après l'aventure Walter Wolf Racing, il avait essayé de revenir dans le grand cirque. En 1998, Ken Tyrrell mit son écurie en vente et Wolf n'hésitait pas à soumettre une offre de 15 millions de dollars pour racheter la création de Ken. Malheureusement pour Walter, British American Tobacco, avec l'aide de Jacques Villeneuve et de Craig Pollock, offrit 25 millions de dollars et remporta la mise. Tyrrell devint BAR qui, aujourd'hui, est devenu Mercedes. En 3 saisons de Formule 1, Walter Wolf a réussi son pari. Gagner des grands prix, obtenir les meilleurs pilotes en Scheckter, Hunt et Rosberg qui venaient de débuter sa carrière. Malheureusement, ce ne furent que 3 saisons. Alors que, par exemple, Ferrari employait au-delà de 500 personnes pour bâtir une équipe gagnante, Walter Wolf Racing ne possédait que 80 employés dans l'usine de Reading afin de permettre à la voiture noire et dorée, flanquée d'une feuille d'érable, de se retrouver parmi les meilleurs. Peut-être que le petit succès de Wolf pourrait grandement inspirer Lawrence Stroll et Aston Martin dans la quête de devenir champion du monde et des constructeurs en Formule 1. Sur ce, je vais continuer d'assembler mon modèle de la Walter Wolf Racing. Rendez-vous en 2026. Retrouvez tous nos épisodes de Histoire de F1 ainsi que notre balado-diffusion officielle sur bulletingp.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et sur Instagram @lebulletingp. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine histoire de F1.